humain et plus tu travailles sur le long terme, plus en fait t'as des images qui vont sortir un petit peu des images clichés ou stéréotypes. L'agenda culturel de Beyrouth vous présente Yané, précise ta pensée, le podcast qui va à la rencontre des jeunes artistes au Liban. Salut à tous, c'est donc Ella et Leslie. On est aujourd'hui avec Aline Deschamps. En 2 mots, Aline, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, avec plaisir. Alors je m'appelle Aline et je suis une photographe de 29 ans, franco-thaï. Je suis au Liban depuis à peu près 1 an et demi et je me considère comme une photographe documentaire. Ok, donc c'était ce que j'allais te demander. Tu te considères comme une photojournaliste et aussi comme une artiste engagée ? Je dirais les deux en fait, parce que je me cloître pas du tout dans une case et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir être polyvalent, parce que je fais aussi autre chose en dehors du travail de photographe. Je suis aussi vidéaste pour des institutions internationales. Et je pense qu'en fait, il faut absolument essayer de se dire que on n'a pas besoin d'être catégorisé dans une seule et même position. Donc moi, je dirais que j'ai un peu toutes ces casquettes, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'écrire un article, je vais le faire. Quand je vais faire des photoreportages où je sais que là, c'est vraiment de la news, de la presse, ça va être ma casquette photojournaliste. Et quand j'aurai des projets qui seront plus sur le long cours, où là, je vais vraiment plus exprimer ma sensibilité, ma perspective, et effectivement, ça sera peut-être des projets plus d'artistes. Donc on a vu que tu étais aussi ambassadrice pour Canon. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quel est ton rôle en tant qu'ambassadrice ? Alors je pense que le rôle d'ambassadrice Canon, il n'y a pas de guideline entre guillemets qui dit tu dois faire ça ou ça. C'est vraiment, tu as une position en tant qu'ambassadrice et on te dit chez Canon, voilà, on va te proposer tel et tel projet. C'est à toi en fait, en fonction de ton temps, de ton envie, de participer ou pas à ces projets. Et donc en fait, Canon, en te choisissant, ils essayent aussi quelque part de représenter leur marque, de représenter soit au niveau de l'éthique, soit au niveau de la technique, et en tout cas, il y a quelque chose dans ta pratique, dans ton travail qui plaît chez Canon. Et moi, je dirais que ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a juste permis d'exprimer une vision de la photographie que j'ai, une vision du photoreportage que j'ai, qui est peut-être pas la plus mainstream. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai tout à fait plaisir à partager. Ensuite, voilà, j'ai parfois des challenges techniques. Là, il y a un photoconcours qui va arriver sur comment prendre des photos dans l'obscurité. Donc d'ailleurs, je vous invite à participer si vous le voulez. Ça s'appelle le Red Light Challenge. Super, parce que je suis totalement photographe, moi. Donc moi, je stresse. Et donc voilà, c'est des challenges qui sont assez cool parce que je suis pas du tout une pro technique, mais alors du tout. Et en fait, en encourageant d'autres photographes amateurs à participer à son cours, je me suis aussi un peu plus penchée sur la question de comment essayer de bien prendre des photos dans l'obscurité, comment être plus créatif. Et en fait, ce qui est cool chez Canon, c'est que tu peux aussi, à ton souhait, devenir un mentor ou pas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez important, c'est-à-dire, parce que moi-même, j'étais dans un programme de mentorship chez Canon où j'ai suivi des workshops avec d'autres photographes comme Paolo Calzone, un photographe italien qui est un maître de la lumière. Et je pense que ce devoir, en fait, cette possibilité de transmettre, c'est quelque chose de magnifique. Et en tant qu'ambassadeur Canon, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, soit à travers des vidéos, mais soit aussi à travers des espèces de mentorship qu'on fait cette année sur Zoom. Mais voilà, pour essayer d'encourager d'autres photographes étudiants ou amateurs à obtenir un parcours plus professionnel. Et comment ça se passe en fait ? Tu postules pour devenir ambassadrice ou ils t'approchent par rapport à une certaine série de photos ou... Alors moi je vais juste parler de mon cas parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les autres ambassadeurs. Je pense que la plupart des ambassadeurs c'est des personnes qui ont pas mal de notoriété, c'est pour ça que j'étais assez surprise d'avoir été nommée ambassadrice.
Mais pour mon cas, je pense que tout simplement, en fait, j'avais concouru à une compétition qui était justement pour ce workshop avec le photographe Paolo Verzone. Et ensuite, j'avais gagné, pareil, un mentorship avec Canon pour aller à Visa pour l'image, donc un festival de photojournalisme à Perpignan. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai pu montrer mon travail à Perpignan et je pense que voilà, j'ai dû être repérée par des gens de Canon. Mais c'est pour ça que j'encourage vraiment toutes les personnes à, dès que vous voyez un concours, dès que vous voyez, je sais pas, un programme, essayez de concourir dedans parce que vous savez pas ce que ça peut vous apporter. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, donc avant le Liban, donc tes études, les projets que tu as pu faire avant d'arriver à Beyrouth? Alors, moi j'ai un parcours assez atypique, je dirais, rien qu'au niveau scolaire. Enfin voilà, moi j'ai fait mes études en Australie, aussi en Amérique latine. Ensuite, je suis retournée en France faire un master de relations internationales. Et pour moi, j'allais travailler dans le domaine, je pense, de la presse, mais de l'humanitaire ou de la diplomatie. C'était assez vague, mais c'était plutôt vraiment dans les relations internationales. Et après mon master, en fait, je suis allée en Thaïlande, vu que je suis à moitié thaï, je me devais de retourner un peu vers mes racines. Et c'était bien, parce que c'était un moment de ma vie, en fait, où je me suis pas du tout pressée pour... comme je savais pas vraiment ce que je voulais faire, je me suis pas du tout pressée pour faire quelque chose de prévu. Je suis pas du tout quelqu'un de carriériste, je me suis pas dit, ok, il faut que je fasse tel stage pour faire tel job. Et donc du coup, j'ai un peu tout essayé. J'ai j'étais assistante dans des tournages de ciné, j'ai travaillé dans des festivals d'art urbain, j'ai travaillé dans des festivals d'art plus contemporain. Ensuite, j'ai travaillé dans une galerie d'art. Et donc voilà, en fait, toutes ces expériences-là m'ont enrichi d'une certaine façon, mais aussi m'ont permis de comprendre que je voulais absolument pas travailler dans un bureau. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris alors que c'était super intéressant, mais je me sentais complètement, en fait, aliénée de pas pouvoir passer ma journée dehors ou d'être libre de mes mouvements. Et donc, je suis retournée vers une activité que je faisais déjà, mais en parallèle, qui était la photographie. Et quand j'ai fait ce choix, donc c'était assez tard, hein, c'était vers 25 ans, je dirais, de me dire, ok, en fait, Aline, là, non, il faut vraiment que tu te concentres sur quelque chose, et tu veux être actrice de ça plutôt que, en fait, d'être dans les coulisses, d'essayer de préparer une exposition, et essaye de faire en sorte d'être professionnelle dans ce milieu-là, qui était un milieu, au final, qui me paraissait très dur d'accès, parce que pour moi, en fait, tu pouvais pas vivre en tant que photographe. Ouais. Donc c'est aussi, en fait, se dire, bah, en fait, non, tu dois en fait pouvoir en vivre et faut arrêter les stéréotypes de en fait tu dois être malheureux en tant que photographe, artiste, tu vois. Même si c'est très difficile, si tu bosses, tu peux réussir. Et donc voilà, je suis retournée à Paris et là j'ai commencé quelques formations, dont l'EPSA, qui est une formation qui est géniale parce que c'est pas que de la photo. Donc pour moi, ça a été une très belle expérience parce que ça m'a permis de découvrir d'autres techniques pour raconter des histoires visuellement. Et la même année où j'ai fini ce diplôme, en fait, je suis arrivée au Liban. Et voilà, c'est là où ça a vraiment commencé. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené au Liban? Et pourquoi le Liban? Alors, c'est assez improbable comme histoire, parce que moi, en master de relations internationales, mes zones de spécialisation, c'était vraiment l'Asie et l'Amérique du Sud. Donc j'ai appris le birman, je suis bilingue en espagnol et en fait je me suis retrouvée à Beyrouth parce que j'ai rencontré quelqu'un. Okay. Voilà, donc c'était pour une histoire d'amour et moi je suis arrivée le premier matin de la Révolution, en fait, le 18 octobre. Donc voilà, j'ai vu le Liban, toute l'évolution de ce pays de 2019 à aujourd'hui. Mais en soi, je trouve que il y a tellement de choses à dire, c'est tellement complexe comme pays, et je pense que c'est cette complexité qui me fait rester aussi parce que il y a tellement d'histoires en fait à raconter. Et bah d'ailleurs, on a suivi de très près ton dernier projet I Am Not Your Animal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément de quoi il s'agit et comment t'en es arrivé à cette idée, à ce projet-là? Tout à fait. Alors en fait, c'est un projet qui a commencé en 2019, quand il y a eu le premier confinement. Attends, 2019 ? Non, 2020, pardon, je sais même plus quelle année on est. 2020, quand il y a eu le premier confinement à Beyrouth.
Et en fait, comme vous le savez, il y a énormément d'employés de maison à Beyrouth. Et moi, je me suis juste dit, mais en fait, comment est-ce que ces femmes-là, elles font pour vivre? Parce qu'il n'y a pas de filet social ici. Sachant que c'est le confinement, les employés de maison qui sont freelance, comment est-ce qu'elles font pour en fait aller chez les gens? Puisque à ce moment-là, quand c'était le lockdown, vraiment personne ne se voyait. Donc je me disais vraiment, juste pour une survie alimentaire, comment est-ce que ces femmes font? Et donc avec mon copain, on s'est dit, ok, on va écrire un article dessus et on va essayer de voir, tu vois, de retracer un peu cette réalité qui était pas tellement documentée à ce moment-là, au tout début du confinement. Donc on a rencontré plusieurs communautés, des Éthiopiennes, des Philippines, on a parlé avec elles. C'était aussi intéressant de voir quels étaient les réseaux d'entraide entre elles. Et puis on est tombé sur une communauté de Sierra-Léonaise, et là en fait on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec les précédentes communautés qu'on avait rencontrées, et que ces femmes-là, quand on les a vues, elles étaient 15 dans un petit appartement de Tarek El-Jidé, et elles avaient rien, elles avaient même pas de matelas pour dormir, elles étaient toutes là, recroquevillées les unes sur les autres, et puis elles avaient vraiment faim, elles étaient vraiment dans le besoin. Et donc quand on a commencé à leur parler de confinement, en fait on s'est rendu compte que le problème pour elles n'était pas là. Le problème pour elles c'était le trafic humain, le fait de s'être fait exploiter pendant plus d'1 an, le fait de ne pas avoir été payées, d'avoir été esclavagisées, le fait... Et ces femmes-là, elles avaient arrêté de travailler quand vous les avez rencontrées, ou elles travaillaient encore pour... Ah non, en fait, c'est pas qu'elles avaient arrêté de travailler, c'était qu'elles s'étaient échappées. Elles s'étaient quasiment... Il n'y en avait qu'une qui, en gros, avait été abandonnée, qui était payée, mais qui avait dû être abandonnée par ses employeurs libanais, parce qu'en fait, eux-mêmes vivaient... Ils n'avaient plus les moyens. C'est ça, ils n'avaient plus les moyens pour la payer, et puis ils disaient, bon voilà, si on a un peu plus de dollars, peut-être qu'on te rembauchera, mais c'était très difficile. Ouais. Elle, c'était la seule des 15 qui avait été payée. Le reste, elles se sont toutes échappées. Et elles se sont échappées pas que parce qu'elles n'étaient pas payées, mais aussi parce que pour la plupart avaient reçu des abus physiques et mentaux. Et surtout, en fait, quand tu rentres dans la conversation et que tu leur demandes mais comment est-ce que tu es arrivée au Liban, tu te rends compte qu'elles n'ont pas pris un billet de Freetown jusqu'à Beyrouth, Freetown, capitale du Sierra Leone. Elles sont passées par plein de pays, par la Guinée, par le Maroc, Donc tu te rends compte en fait qu'il y a tout le parcours, tout le cheminement pour arriver jusqu'au Liban en fait est complètement illégal et il est permis grâce à la corruption et grâce aux acteurs du trafic humain. Puis surtout c'est pas du tout leur choix du coup mais en fait non, en fait pour elles on leur a décrit le Liban comme un Eldorado. Parfois même elles ont dû travailler dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Chez des Libanais, mais tu vois, c'était sur la route en fait. On leur disait, bon, tu vas travailler là pendant 6 mois, et puis bientôt tu pourras aller au Liban, où là tu seras beaucoup mieux payé. Mais en fait, elles disaient, non, la Côte d'Ivoire, en fait, c'était 1000 fois mieux pour travailler que là à Beyrouth. Le problème est en fait qu'on leur a menti sur tout leur parcours. Il y en a beaucoup, pas toutes, mais il y en a beaucoup pour lesquelles on leur a raconté qu'en fait, elles allaient être profs, qu'elles allaient être infirmières. Et ces femmes-là, c'est important de savoir qu'elles ne sont pas du tout toutes illettrées. Il y en a qui ont suivi une éducation, il y en a qui sont diplômées, qui exercent un métier pour lesquels elles étaient payées $300 ou $200 déjà dans leur pays. Sauf qu'on leur a promis un salaire de $600 et qu'elles feraient le même métier et qu'en plus on leur disait que le Liban avait besoin d'infirmières, etc. Et puis aussi on les a endettées, ça c'est quelque chose d'important à souligner, c'est que ces femmes-là, pour partir, elles ont emprunté. Elles ont payé leurs trafiquants et donc maintenant, même si elles sont rentrées, elles doivent toujours de l'argent et c'est souvent à hauteur de $1500, $2000. Et donc elles sont dans des pires conditions encore qu'elles ne sont parties. Et le nom de la série I'm Not Your Animal vient du fait que durant ces interviews, il y avait une phrase qui était récurrente, qui était mes employeurs me traitaient comme un animal. Ils me faisaient dormir sur le balcon. Il me donnait pas à manger. Il me réveillait à 6h du matin et je devais être couchée à minuit, 1h du matin. Et en fait, elles étaient exténuées et elles me disaient mais même les animaux, on les traite pas comme ça. Mais elles se comparaient toujours à un être en dessous d'un animal, de la manière dont elles étaient traitées. Et donc, I'm Not Your Animal, ça vient de ça en fait. Ça vient du fait de poser et de dire en fait non, de donner une réponse en fait à la manière dont elles ont été traitées. Et comme tu l'expliques, c'est quand même des femmes qui ont vécu des choses très difficiles. Parfois, ça doit être dur pour toi de te retrouver face à des gens qui ont vécu une telle douleur, une telle difficulté, et de les photographier surtout.
Comment tu réagis par rapport à ça et est-ce que parfois tu es un peu mal à l'aise? Comment tu te comportes pour aussi qu'elle t'accepte, toi, en tant que femme bien plus à l'aise dans la vie qu'elle? Alors je pense que déjà, il faut dire au tout début, quand tu vas photographier quelqu'un, euh, qu'en fait, tu es là en tant que photographe. Parce que c'est normal, c'est des femmes qui sont dans la survie, qui veulent que en fait, tu les aides. Mais il faut bien d'abord établir, je pense, une limite où tu dis je vais essayer de vous aider, mais par contre, je vais essayer de vous aider en exposant votre histoire. Et c'est vrai que ça aide. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que ça a attiré quand même pas mal d'attention dessus et qu'aujourd'hui, ces femmes, en tout cas, c'est les premiers groupes de Sierra Leonaises que j'ai documentés, enfin aujourd'hui, elles sont rentrées à Freetown. Euh, donc je pense que c'est d'abord établir une ligne très directe et très transparente avec ces femmes, de parler avec la plus grande sincérité et en fait surtout de parler au début. Tu vas pas rencontrer ces femmes avec ton appareil photo et dire oh là là hop allez en 2 heures on va faire des photos. Non, faut prendre le temps d'écouter leur histoire, faut prendre le temps de répondre à leurs questions. En fait c'est une relation humaine que tu es obligé de créer avant tout avant de pouvoir documenter. Et c'est normal en fait, n'importe qui, s'il y a quelqu'un qui vient dans ton salon et qui veut te photographier, tu connais Ouais. pas d'où elle vient, tu sais pas pour qui elle travaille, enfin tu peux pas en fait, tu vois. Ouais. Pour ces femmes-là, c'est exactement la même chose, il faut toujours se mettre dans la place de l'autre. Donc pour moi, c'est très important de travailler sur le long terme, d'être rassurant et de montrer en fait aussi. Que tu veux leur bien aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ces femmes-là, en fait, elles ont tout à fait raison d'être un peu sur la défensive au début, si elles le sont, parce qu'elles ont été complètement exploitées. Et il y a aussi des photographes qui pourraient potentiellement exploiter leur image, et donc elles ont tout à fait raison d'être vigilantes. C'est pour ça que c'est pour moi un travail de long terme, et c'est un travail humain avant tout, et que les photos, en fait, au final, c'est quoi? C'est peut-être 5% du temps que tu vas passer avec ces personnes. Mais c'est tout, en Ouais, fait. c'est très peu, ouais. C'est très peu. Mais voilà, mais pour moi, ce genre de projet, en fait, t'es obligé d'être très humain pour en fait documenter dessus. Et plus t'es humain et plus tu travailles sur le long terme, plus en fait t'as des images qui vont sortir un petit peu des images clichés ou stéréotypes. Donc, tu as pris beaucoup de photos, vous avez tourné un clip, mais on s'imagine que ça va au-delà de. Ouais, ça de va tout vraiment ça. au-delà parce que, alors là, c'était un projet très particulier où, dans le contexte 2020, à ce moment-là, il n'y avait pas de fundraising pour les emplois de maison. Maintenant, c'est différent. Il y a pas mal d'organisations qui travaillent, comme This is Lebanon, Ignalina, je crois même, était la première organisation à le faire, Anti-Racism Movement. Donc, je pouvais pas dire à ces femmes contacter une ONG. Donc, en fait, le premier truc que j'ai fait, tout simplement, et ça, c'est drôle parce que c'est grâce aux réseaux sociaux, quelque part, où quand je documentais ma façon d'aller voir ces femmes, etc., et leur réalité, bah, en fait, des gens ont commencé à vouloir m'envoyer de l'argent. Et au début, ça s'est fait. Des proches, pas, enfin, surtout. Non, même des gens que j'avais pas rencontrés, en fait. Ok. Sur les stories Sur Instagram, les réseaux ouais, sociaux, tu ouais. vois. Et donc, du coup, ils ont commencé à me faire des transferts sur PayPal. Et donc, bien évidemment, en fait, moi, je voulais documenter ça. Donc, je voulais donner de l'argent à ces femmes. Et en fait, voilà, j'envoyais une photo à la personne qui avait fait les dons. Et puis, en fait, comme il y avait beaucoup de personnes qui voulaient aider ces femmes, je me suis dit, mais autant, en fait, lancer un fundraising parce que ça sera beaucoup plus simple pour mettre l'argent en même temps. Et puis, ça sera beaucoup plus transparent comme ça. Et peut-être que ça attirera aussi d'autres gens. donateurs. Et en fait, avec l'article donc qu'on avait écrit avec mon copain, ça a attiré un premier donateur qui a vu l'article et qui a vu la target goal et qui s'est dit allez hop, j'atteins ce target. Et c'était à l'époque de $2000. Et donc, on a eu $2000 quasiment d'un coup. Donc ça, c'était assez fou. Moi, j'étais complètement bluffée qu'une personne inconnue ait lu l'article, soit touchée et vu le fundraising et derrière aide à financer autant. Et donc là, on a augmenté le montant du fundraising à 50 000. Et ce même donateur a donné en privé $30 000. Et ce qui est assez fou, c'est qu'avec l'explosion de Beyrouth, et ben en fait, je sais pas, ce fundraising a pas mal circulé. Et en parallèle, donc ça avait atteint $30 000 aussi. Donc au total, on a eu plus de $60 000 pour ces femmes. Enfin, c'est déjà énorme d'avoir 1000 personnes qui donnent en moyenne $20.
Donc, Et il y a ça a pas de- vraiment permis le rapatriement de ces femmes. Ça a aussi permis, en fait, dès que le premier groupe a pu s'en aller, de en fait loger, nourrir, payer l'internet, les dépenses de tous les jours de ces autres femmes. Et voilà. Et comme le trafic humain ne cesse pas, malgré le fait de renvoyer des femmes, il y a toujours des nouvelles femmes de Sierra Leone qui arrivent. Et comment tu fais pour mettre des limites entre donc ce projet, enfin tes projets en général, et ta vie personnelle? Parce que j'imagine que ça doit être difficile Émotionnellement, surtout. émotionnellement, ouais. Ouais, émotionnellement, je pense que c'est assez dur quand t'es pas préparé à ça, parce que forcément, quand tu passes tes journées avec ces femmes-là, en fait, elles deviennent tes amies, on se considérait comme des sœurs à la fin. C'est difficile déjà de les voir partir, et puis c'est difficile parce que tu sais qu'en fait la situation pour elles, elle va pas s'améliorer quand elles vont rentrer au Sierra Leone. Donc non, c'est difficile. Après, t'es obligé de mettre une barrière, t'es obligé aussi de dire bon en fait mon rôle ça a été là, et puis malheureusement je peux pas en fait Faire vous plus. aider plus. Ouais. Par contre, c'est toujours essayer de les mettre en relation avec des institutions qui elles Sont là les pour ça, aident, quoi. parce que en tant qu'individu c'est très difficile d'aider les gens. Je les ai aussi mis en contact grâce à ARM qui m'avait recommandé, ARM c'est Anti-Racism Movement, une association qui réintègre entre guillemets dans la société en faisant des formations, en donnant un suivi psychologique au Sierra Leone. Et donc, dans ton travail, tu fais quand même très attention à l'impact de tes photos sur la vie des personnes que tu photographies. Sur ce projet-là, c'est quoi l'image que tu voulais véhiculer de ces femmes et comment tu fais en fait pour t'assurer que c'était fidèle à leur volonté? En fait, c'était très simple, c'est qu'il y a beaucoup de photos, puisque j'étais devenue leur amie, où en fait, c'était tout le temps elle qui me demandait de prendre des photos. Tout le temps, au point où je leur disais non mais arrêtez de poser pour moi, parce qu'à un moment, faut m'oublier. Et donc c'est vrai que voilà, parfois il faut passer une ou deux soirées juste avec elles, et puis tu reviens, et puis en fait elles oublient que la caméra est là, et tu peux avoir des photos un peu plus fidèles à leur réalité, où elles sont pas tout le temps en train de poser. Et puis elles oublient que c'est pour un documentaire aussi en soi, enfin, elles te voient un peu comme une amie. Oui, c'est ça. Et puis en fait, ce qui est cool, c'est que moi, je leur envoyais les photos, et puis elles, elles Ouais. avaient jamais de photos prises avec un réflexe, de manière professionnelle. Donc pour elles, c'était incroyable d'avoir ce genre d'image. Donc elles étaient très contentes. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Le fait d'envoyer les photos, tu te rends compte qu'en fait, ça fait plaisir aux gens, et c'est normal. Pouvoir envoyer des belles photos d'elles à leur famille, c'est un peu le premier truc qu'elles vont faire, à leurs enfants, à leur mari. Ce genre de photos où elles sont fières de leurs images. On voit bien que dans ce projet-là, le fait d'être une femme, ça t'a quand même beaucoup aidé parce que ça t'a permis d'être vraiment proche d'elles et de rentrer dans leur cercle. Est-ce que ça a été une force aussi sur d'autres projets? Moi, je trouve que c'est toujours une force d'être une femme photographe. Vraiment. Vraiment, mais à tous les points. Même quand tu photographies des hommes, je trouve que c'est très intéressant la relation que tu as avec. J'ai l'impression que, en fait, il y a une confiance qui s'installe peut-être plus facilement. Il y a aussi parfois un jeu de séduction qui est indéniable et qui fait que, voilà, les hommes veulent te charmer, alors du coup, ils vont être beaucoup plus conciliants à poser pour toi, alors que ça aurait été un mec, je pense que, tu vois, ils auraient dit pas forcément la même chose. Et pour moi, être une femme, c'est... ça m'a toujours aidée. Okay. Même quand je photographiais, par exemple, des communautés, notamment bouddhistes, très éloignées en Thaïlande, ça m'a toujours aidée, parce que même si, normalement, les femmes n'étaient pas forcément autorisées dans ces monastères, ou... tu vois, normalement les femmes restent avec il y a aussi des nonnes entre guillemets bouddhistes. En fait, j'étais très bien reçue, et je sais pas, moi, j'utilise aussi la photographie quelque part pour m'émanciper un peu de je sais pas, de ce périmètre où on est censé rester, et en fait de créer un lien. Et tu sais que ce lien entre hommes et femmes, ou femmes, en fait, ça va se dégager aussi dans la photo, et c'est quelque chose qui me plaît en fait. Et du coup, nous, on a travaillé un petit peu toutes les trois sur un projet dans le quartier de Quarantine à Beyrouth. Malheureusement, l'exposition n'a pas eu lieu, mais on a vu que tes clichés avaient été publiés dans Libération, et on voulait savoir, ça fait quoi, si jeune, d'avoir ces clichés dans un magazine comme Libération
Bah, c'est trop gentil de me dire ça. Premièrement, ça fait extrêmement plaisir parce que c'est une forme de reconnaissance qui fait du bien parce que c'est un métier qui est quand même assez compétitif et assez difficile d'entrer comme ça. Donc c'était un peu une première porte d'entrée dans un grand quotidien français. Mais du coup, non, ça fait plaisir parce que oui, quand on a comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé à se focaliser vraiment sur la photo il y a seulement 2 ans, et qu'en fait on travaille vraiment pendant 2 ans à envoyer des portfolios, à essayer de faire des sujets à fond, même si au début c'est dur et que t'es pas forcément rémunéré sur le long terme comme un travail salarial, tu dis c'est bien parce que c'est la première porte d'entrée pour en fait être rémunéré pour ce que t'aimes. Ça te stabilise un peu aussi, quoi. Ça se stabilise, ça te fait connaître. Tu sais qu'en fait, une fois que tu as ce genre de publication, tu peux, avec un peu plus de légitimité, candidater dans d'autres publications. Et donc, non, je suis extrêmement heureuse. Donc, l'article dans Libé, c'était un documentaire, en gros, sur les chantiers de Quarantina après l'explosion de Beyrouth. Comment tu t'y es prise pour contacter les gens et pour réussir à rentrer dans leur intimité après le traumatisme qu'ils ont vécu dû à l'explosion? Ouais. C'est encore une histoire de rencontre. J'ai fait la rencontre à un marché à Beyrouth d'une femme cinéaste qui m'avait dit « Ah, mais ça serait très chouette que tu viennes en tant que photographe parce que justement, on a un projet d'exposition. » Voilà, vous connaissez la suite. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu aussi une stagiaire qui s'appelle Clémence. Et donc, je connaissais bien le chantier de Quarantina parce qu'elle m'en parlait, vu qu'elle, le vendredi, elle allait faire du volontariat là-bas et qu'elle avait plein d'amis sur ce chantier. Et donc, je me suis dit, bah top, en fait, les étoiles sont alignées. S'il y a tout qui est fait pour aller sur Quarantina, c'est que voilà, on doit être là-bas. Et c'était très chouette parce qu'à la base, c'était pour cette idée d'exposition. Donc je pense que les gens en fait se sont dit mais c'est parfait en fait, on va pouvoir raconter notre histoire dans notre communauté. Et quand tu présentes en fait la chose ainsi, c'est-à-dire en fait oui il y a eu l'explosion, tout le monde entier en a parlé. Qu'est-ce qui se passe après? Ça leur fait plaisir parce qu'ils se disent en fait on ne se sent pas complètement oublié. Et puis Quarantina encore une fois c'est un des quartiers les plus populaires de Beyrouth. C'est extrêmement important de montrer comment vivent ces personnes, même ce quartier qui en fait parfois est un peu oublié de Beyrouth aussi. Et donc je dirais que l'approche avec les gens était très facile parce que quand tu présentes le projet, quand tu dis que tu veux raconter l'histoire en fait de ces gens, il n'y en a aucun qui m'a dit non on veut pas. Non, ils ont tous voulu partager leurs histoires et puis c'était un épisode tellement traumatisant que il y avait énormément de choses à dire. Il y a des gens qui n'ont toujours pas retrouvé de maison. Ça, c'était aussi important de dire, 7 mois après, il y a des gens qui sont toujours délogés de chez eux. Des gens qui ont réussi à avoir des réparations, mais les réparations, au final, c'est malheureusement, c'est pas à la hauteur de ce que c'était avant, et c'est normal. C'est une ONG qui fait ça, il n'y a aucune aide étatique. Donc tout n'est pas noir et blanc, et en fait malgré la reconstruction il y a encore énormément de choses pour lesquelles les gens ont envie de raconter leur tristesse, ils ont besoin de se confier aussi. Ils ont besoin de se confier. Ils ont besoin de parler et de parler autrement aussi que post-trauma. Genre il y a eu le temps de la réflexion. Les choses sont un peu redescendues et je pense que tu es arrivé justement à ce moment-là où ils ont une autre vision de leur vie, une autre vision de leur quartier surtout, ouais. qui était complètement en ruine. Et que, c'est ça. Et ce qui est important aussi, c'est la même chose, tu vois, c'est en fait de garder contact avec les gens. C'est-à-dire que, pareil, tu vois, là, toutes les personnes, je leur ai envoyé leurs photos. Et puis à chaque fois, t'es tellement bien reçu. On t'offre toujours un petit thé, un petit café, ça c'est l'hospitalité libanaise aussi. Mais en fait, à chaque fois on me disait mais reviens, tu vois, reviens, viens prendre un café. Et je pense que c'est ça qui est attachant. Et ce qui était fou en fait, c'est que quand je leur ai envoyé l'article de Libé, je l'ai peut-être envoyé 3 heures après. En fait, l'article avait déjà tourné dans tout Quarantina parce qu'il y avait une femme qui avait lu l'article et qui l'avait envoyé à tout le monde. Et donc en fait, quand j'ai envoyé l'article, la plupart me disaient ah oui, je l'ai déjà reçu, c'est trop bien. Et en fait, tout le monde était fier de voir que leur petite communauté à Quarantina
été publié sur l'eBay. Et donc là, nous, on est 7-8 mois après l'explosion. La situation au Liban se dégrade de jour en jour. Est-ce que tu prévois de partir? Est-ce que tu vas rester et tu vas donc documenter d'autres problématiques du Liban? Moi, il y a plein de problématiques que j'aimerais documenter. Et puis, encore une fois, je suis dans une position très privilégiée, donc je ne me permettrai pas de me dire oui, je vais partir parce que, en fait, j'ai tout simplement un choix que les Libanais qui n'ont pas de compte en dollars n'ont pas. Mais non, il y a énormément de sujets sur lesquels j'ai envie de continuer à documenter. Ce qui m'intéresse, c'est surtout des sujets liés à l'identité, liés au métissage, liés à la migration, liés à l'exil. Et un des sujets que j'ai très envie de faire, c'est justement en fait le portrait de cette jeunesse libanaise qui est obligée d'essayer en tout cas considérer l'exil. Si elle en a les moyens de le faire, si elle n'a pas les moyens, comment est-ce que tu fais? Donc ça, c'est un projet aussi sur le long terme que j'aimerais faire. Il y a d'autres projets, même si celui-là, c'est un gros sujet au Liban, mais est-ce qu'il y a d'autres projets, peut-être que tu as commencé Non, mais j'en ai plein. je croule sur les projets, en fait, j'ai trop d'idées. Mais il y en a plein. Enfin, il y a aussi le fait que j'avais commencé une série il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Salam a War in Exile. Et donc, c'est sur la guerre qui se passe au Yémen, avec la coalition saoudi et émirati, soutenue par la France et l'Angleterre. Et donc, cette guerre sévit toujours au Yémen. Ce que j'avais fait, c'était de montrer de manière symbolique comment est-ce que cette communauté-là, de réfugiés, d'exilés yéménites à Paris, faisait pour vivre. Parce qu'au final, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que cette diaspora-là, elle est toujours connectée à leur pays d'origine, et eux vivent la guerre, mais ils le vivent en fait d'une manière qui est... Comment? Par procuration, tout à fait. Et puis il y a tout le sentiment de culpabilité, il y a le sentiment d'être séparé, il y a le sentiment de ne pas avoir d'informations. Enfin, c'est une violence extrême dont on parle peu. Et cette diaspora yéménite, en fait, elle existe aussi au Liban. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer, vu que la guerre n'a pas cessé. Tout à l'heure, tu disais que tout ce qui était métissage, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. On avait vu dans ton interview pour les détails que ton travail était beaucoup influencé par ta double identité franco-thaï. Et que du coup, ce documentaire que tu avais fait sur les moitiés enfants, tu appelais ça, était aussi une quête personnelle pour toi. Est-ce que ce documentaire-là, ça t'a appris quelque chose sur toi-même du coup, et sur les questions de métissage et de discrimination dans la société en général? Oui, je pense que la première chose, c'est que ça m'a beaucoup apaisée, dans le sens où en fait, j'ai compris que j'étais pas du tout toute seule à avoir toutes ces questions identitaires et en fait, de devoir se situer, tu vois, plus française, plus thaï, essayer de renouer avec ses racines, mais en même temps, on n'est jamais accepté dans une société, mais en même temps, on te considère toujours asiatique de l'autre. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs qui arrivent en permanence, et en interrogeant d'autres personnes qui sont dans des cas similaires, tu te rends compte que non seulement c'est quelque chose qui est spécifique au Lukrung, donc comme tu le disais, ça veut dire mot à mot moitié enfant en thaï. Mais c'est quelque chose, en fait, et c'est peut-être ça le plus important, c'est quelque chose qui est universel. Et ce que je me rends compte, c'est que tout ce qui est personnel est en fait universel. Et les métis, et le problème, en fait, d'être le cul entre deux chaises, entre guillemets, c'est quelque chose qui arrive, je pense, à tous les métis, pas forcément qu'à des franco-thaïs. Voilà. Donc pour moi, ça m'a apaisée dans le sens où entendre d'autres personnes parler de leur quête, je me suis complètement reconnue en elles, je me suis complètement reconnue dans les stigmas auxquels ils ont dû faire face, et de voir aussi la force avec lesquelles ils ont vaincu ces clichés. Parfois, des gens qui ont été énormément discriminés ou qui avaient honte d'être asiatiques à cause des clichés qu'on leur véhiculait. Et puis maintenant, on peut en parler avec tout le Asian hate qui se passe récemment aux États-Unis. Je pense que c'est d'autant plus important d'en parler. Mais de en fait réconcilier cette partie d'eux-mêmes qu'ils avaient cachée, qu'ils avaient enfouie parce qu'ils avaient honte en fait, et parce que en fait tu dois quelque part te fondre un peu dans la masse. Donc quand t'as le look asiatique et que en fait tous tes camarades de classe sont complètement blancs,
bah oui, en fait, c'est une partie que tu peux complètement renier. Je me dis qu'en fait, l'identité, c'est quelque chose, ou sa quête d'identité, c'est quelque chose qui est en constante évolution et sur lequel, en fait, on apprend à être apaisé et à être même heureux, en fait, de cet héritage. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que je ressens un peu la même chose en tant que franco-libanaise. Euh, Au Liban, j'ai l'impression d'être considérée comme une Française. Oui, mais toi, la Française, enfin voilà. Et depuis que, en fait, j'assume, au début, ça me vexait un peu. Bah non, mais je suis aussi libanaise. Je suis tout autant libanaise que toi, au final, enfin, que la personne que j'ai en face de moi. Et depuis qu'en fait, oui, bah, j'assume, oui, je suis française. Et bah, justement, enfin, je sais pas comment dire, ça me libère, quoi. Genre, j'assume cette double identité et je tire le meilleure partie des deux, et je pense vraiment que c'est très important, ouais. C'est cette quête d'identité qui est constante, exactement comme tu dis. Bien sûr, et c'est tout un parcours et c'est ça qui est beau en fait. Il n'y a rien qui est une fatalité et t'en apprends toujours. Et du coup, sur une autre note, est-ce que tu as une photographie préférée? Genre ce cliché, t'es super fière de ce cliché, Ah là là, ça c'est ou une dur. série de photos, hein. Non, ou alors une série de photos qui t'a beaucoup marqué ou qui t'a touché particulièrement. Bah, je dirais dans la série I'm Not Your Animal, toute la série des filles à la plage. Ouais, elle est vachement bien celle-là. Parce que en fait, pour avoir été là avec elle, c'était que des jours exceptionnels. C'était des jours de libération, c'était des jours où, enfin pour elle, c'était le plus beau jour depuis qu'elles étaient au Liban. C'est des jours où en fait ça criait de joie, ça nageait alors que l'eau est complètement toxique. Mais juste en fait, il y avait tellement de joie et de libération que pour moi c'est aussi des gros souvenirs de bonheur. Et ouais, juste pour ça, c'est peut-être, ça fait aussi partie de mes séries préférées, ouais. Et donc, pour conclure ce podcast, quels seraient tes conseils pour les jeunes artistes qui aimeraient faire donc de leur passion, de leur art, leur métier dans notre monde actuel? Alors je pense qu'il faut d'abord faut pas avoir peur justement de pas être catégorisé dans une case. Moi tout le temps, mais jusqu'à aujourd'hui, hein, on me dit mais alors tu veux te la jouer artiste, tu veux te la jouer photojournaliste, qu'est-ce que t'es? Et en fait j'en ai marre de de ces questions et ça vient même de gens professionnels, hein, de gens qui me font signer des contrats. Et en fait j'ai juste envie de leur dire mais on peut faire plusieurs choses en même temps. On peut être euh, à la fois artiste, photojournaliste, vidéaste, mannequin, prof de yoga, serveuse, enfin j'en sais rien en fait. La vie, elle est plurielle, la vie elle est complexe. Et c'est pas parce que en fait t'as fait des études dans un certain domaine que tu dois te cantonner à ça, ou c'est pas parce que t'as un job de 9 à 5 que tu en fait que ça, tu es pas que ton job. La vie elle est complexe et donc pour moi déjà, je pense, c'est fais ce qui te plaît. Enfin, sincèrement, fais ce qui te plaît parce que c'est ça, en fait, qui va rester avec toi toute ta vie. Donc ça paraît bateau à dire, mais en fait, si t'aimes dessiner à côté pardon, de tes photos, et ben en fait, why not? Combine les deux. Et je dirais même que ça devient une force en 2021 parce qu'en fait en 2021 t'es obligé d'être polyvalent et que moi à côté des photos que je fais, enfin comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je fais aussi des vidéos et c'est aussi ça qui me rapporte en fait un salaire et c'est pas quelque chose que j'aime pas en fait, ça me plaît aussi de faire des vidéos même si c'est institutionnel, il y a rien d'artistique dedans, bah ça me plaît parce que tu vas à la rencontre des gens et puis en fait t'as d'autres avantages aussi. Donc voilà, c'est vraiment de ne pas se cantonner en fait à une case, d'essayer de trouver en fait un équilibre entre parfois ça peut être difficile d'avoir un job un peu alimentaire, donc là comme les vidéos institutionnelles et ce qui te plaît, mais en travaillant et en vraiment ne lâchant pas ce que t'aimes, tu verras que cet équilibre à un moment va faire en sorte que bah, tu puisses T'épanouir, en fait. t'épanouir et puis vivre en fait juste de ça. Même si ça prend du temps, tu vas y arriver. Et ça, c'est juste du travail et de l'engagement.
Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre et suivre un peu tes projets sur les réseaux pour ne rien louper, et puis si tu as un site internet avec tous ces projets-là aussi. Bien sûr. Alors j'ai l'impression de faire ma pub là. C'est le moment. C'est exactement le cas. Alors c'est www.alinedeschamps.com pour mon site. Et puis après, je pense que je suis un peu plus active sur Instagram. Je pense que c'est un peu le réseau où je poste le plus, même que j'actualise plus que mon site. J'ai aussi un compte Twitter, mais voilà, je dirais surtout Instagram, et c'est Aline de Los Campos. Super, bah merci beaucoup Aline pour toutes ces réponses, c'était Merci très à vous. Très intéressant. intéressant. C'était Yann et Précise ta pensée. Retrouvez tous nos épisodes sur Spotify, SoundCloud, mais aussi Apple Podcasts, YouTube et bien d'autres. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.